Bonjour à tous, ici Richard Martinet, alias Gromy pour l'artiste autodidacte. Alors aujourd'hui c'est ma deuxième vidéo de réponse à vos questions. Donc c'est une série que je vais faire plus ou moins tous les vendredis, donc suivant le nombre de questions. S'il y a suffisamment de questions dans la semaine, je ferai une vidéo le vendredi pour vous répondre. S'il n'y a pas assez de questions, bon bah tant pis, ça attendra la semaine d'après. Alors ça risque d'être des vidéos qui peuvent être parfois un petit peu longues, donc prenez un petit café, posez-vous tranquillement, et puis dessinez à côté, au pire je pense que c'est la meilleure chose à faire dans ce genre de situation. J'ai moi-même une magnifique tasse de thé pour garder un peu la gorge fraîche pendant que je réponds aux questions. Donc pour commencer, je voulais vous rappeler que dans à peu près 10 jours, donc pas la prochaine vidéo du mardi, mais celle d'après, je ferai une série de paint-over sur des images, donc j'en tirerai une au sort, et après je corrigerai celle qui me semble contenir les éléments qui reviennent le plus souvent dans les images que je vois. Et donc pour choisir les images dont je vais faire les paint-over, je choisirai des images qui sont postées sur Instagram, Twitter ou Facebook, et qui comprendront le hashtag artiste autodidacte tout attaché. Donc postez vos images et puis on reparlera de tout ça dans 10 jours. Je pense que je ferai la sélection certainement le vendredi d'avant, donc vendredi prochain, ou peut-être le lundi après, mais c'est pas sûr parce que lundi ce sera le début des ateliers de character design. Et donc du coup j'aurai peut-être pas le temps de faire la vidéo à ce moment-là, donc je préférerais la faire vendredi. Donc si j'ai suffisamment d'images intéressantes, je ferai la vidéo le vendredi, donc voilà, postez le plus rapidement possible. Donc après ça peut être des images que vous avez déjà fait avant, ça peut être des images qui sont pas du tout liées à mes cours. Il suffit juste de les reposter avec le hashtag et je ferai la sélection à l'intérieur. Alors on va passer maintenant vite aux questions, puisqu'il y en a quand même une petite palanquée, et surtout des réactions en fait à la dernière vidéo que j'ai faite sur académisme contre dessin d'imagination. C'est une vidéo qui a fait pas mal réagir et j'en suis assez content. C'était aussi un peu l'objectif, c'était d'ouvrir une discussion. Donc là en l'occurrence vous m'avez répondu en commentaire, là je vais vous répondre ici, et on va pouvoir continuer un petit peu ce petit jeu pendant un petit temps. Mais on va commencer par des questions qui ont un peu rien à voir. Une question qui m'a été posée, j'ai pas noté les noms en fait des gens qui posent les questions. Donc j'espère que ça vous vexe pas. L'idée c'est surtout d'avoir le contenu de la question et pas forcément la personne qui l'a posté. Déjà parce que des fois les pseudos c'est pas forcément facile à lire. Et que souvent c'est des questions qui m'ont été posées plusieurs fois. Donc j'en sélectionne un et il n'y a pas de raison pour lesquelles j'en sélectionne un plutôt que les autres quoi. Alors cette question là c'est est-ce que j'ai encore un métier ou est-ce que je gagne uniquement ma vie avec l'artiste autodidacte? Alors là la réponse est à la fois simple et complexe, puisque la réponse simple c'est non, je ne gagne pas ma vie uniquement avec l'artiste autodidacte. Ça c'est absolument pas possible, là ça rapporte largement pas assez pour vivre. Donc à côté de ça j'ai plusieurs métiers en fait. Je suis illustrateur concept artiste freelance et aussi professeur de dessin dans une école. Je donne les cours de character design à Superfogame, Superfocom, qui sont deux écoles du groupe Robica et qui forment respectivement au dessin animé ou aux jeux vidéo. Et donc ça c'est ce qui me rapporte le plus d'argent. Après, illustrateur concept artiste, en l'occurrence je fais beaucoup sur des projets personnels. Là j'ai fini le jeu Splasher l'année dernière en février, que là j'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec mon pote Romain Claude. Et après là je développe d'autres univers en parallèle, de jeux principalement. Mon domaine privilégié c'est vraiment le jeu vidéo. Et l'idée c'est que j'ai les cours qui me donnent un revenu relativement stable, et après je prends les projets freelance qui m'arrivent sous le nez, et je crée mes propres univers. En fait, l'artiste autodidacte c'est un de mes projets parmi tant d'autres. Donc là en l'occurrence, sur les derniers mois c'est le projet sur lequel j'ai mis le plus de temps, parce que je pense que c'est important que je me concentre un petit peu dessus, le temps d'avoir posé au moins toutes les bases. Une fois que tous les fondamentaux seront vus, je ralentirai certainement un peu le rythme et je me consacrerai à d'autres projets. Ce qui est intéressant en fait avec l'artiste autodidacte ou avec les cours que je donne dans les écoles, c'est que ça me permet en parallèle de continuer à construire mes univers et à designer mes personnages, etc. Puisque quand je donne les cours de character design, pour faire des exemples, je crée des personnages. Pour faire les cours de l'artiste autodidacte, je dois créer aussi des exemples, et donc là en l'occurrence j'ai fait des véhicules, j'ai fait des environnements, je ferai des personnages par la suite, et donc tout ça, tous ces éléments-là, ça me permet de continuer à créer mon univers, à développer mon portfolio pendant que je donne les cours. Et donc ça c'est quand même idéal. Et donc voilà, l'artiste autodidacte c'est vraiment une part très marginale de mes revenus pour l'instant. J'espère que ça deviendra moins marginal grâce à vous, mais en tout cas pour l'instant ça l'est relativement. Pour vous faire une idée, je pense que sur une année, l'artiste autodidacte ça doit me rapporter, pour l'instant ça m'a rapporté entre 100 et 200 euros par mois quoi. On peut pas dire que ça soit vraiment quelque chose de rentable à long terme.
même si là il y a eu un gros pic avec la promo que j'ai fait qui s'est terminée hier. Donc ensuite je vais répondre à des questions assez rapides sur les ateliers, puisqu'il y a des gens qui se posent des questions sur les ateliers de character design, comment ça va se passer en juillet là. Alors, peut-on faire les ateliers en décalé? Bien sûr qu'on peut les faire en décalé. En fait, le truc c'est que les packs avec les cours seront disponibles encore à vie en fait. Là, l'atelier, c'est surtout histoire de que tout le monde travaille en même temps. J'ai mis une date pour que les gens travaillent en même temps. Et c'est aussi une date où je préférerais faire les corrections. Après, ceux qui ont acheté les packs avec les corrections et qui n'auront pas pu les rendre à temps ou je sais pas quoi, je ferai les corrections un petit peu plus tard. Mais le truc, c'est que je pars en vacances en août. Et donc, du coup, ça va être un peu plus compliqué. Pour le deuxième atelier, surtout, il faudra attendre que je sois revenu, fin août ou début septembre, avant d'avoir les corrections. Donc si vous n'êtes pas là pendant la semaine, ça peut être un peu problématique de ce sens-là. Après, de toute façon, c'est des ateliers qui prennent quand même du temps à faire en fait. Là, j'ai prévu une semaine à chaque fois, mais c'est une semaine relativement intensive, où il va vraiment falloir cravacher pour faire tout ce qui est demandé. Donc c'est bien possible que la plupart des gens ne finissent pas pendant la semaine, et donc du coup que je fasse les corrections un petit peu plus tard. Donc c'est pas forcément un gros problème. Et puis donc les cours, plus les exercices, ils seront disponibles tout le temps en fait. D'ailleurs, à ce sujet, quand vous faites des exercices qui sont liés à l'artiste autodidacte, postez-les sur les réseaux avec le tag artiste autodidacte, comme ça je les vois. Je peux vous faire des petits retours rapides dessus. Ou alors vous pouvez les poster aussi sur le Discord de l'artiste autodidacte, qui est disponible avec n'importe quel pack. Et en général, je passe dessus régulièrement et je fais des mini-retours. En fait, je dis si la personne est dans la bonne direction ou pas, et si je donne juste des petits conseils, quoi. Je peux pas faire des retours très longs. Mais par contre, je peux toujours donner une petite direction supplémentaire. Donc n'hésitez pas à faire ça. Ça peut vous aider vraiment à progresser dans le bon sens. Et puis je suis toujours content de voir quand les gens travaillent sur un sujet que j'ai donné. Et en plus, je pense que le dernier point intéressant à ça, c'est que vous allez vous entre-motiver. Si vous êtes plusieurs à faire les exercices en même temps, c'est tout de suite plus motivant en fait de voir que vous passez par les mêmes choses, de voir un peu comment les gens ont abordé le problème. Tout ça, c'est plutôt cool. Donc profitez-en, profitez des réseaux, d'internet pour créer une sorte d'émulation collective. Et donc deuxième question, rapport aux ateliers, on me demandait si ça allait surtout être des exercices ou s'il y avait un objectif à la fin de la semaine. Alors l'idée c'est que c'est plusieurs objectifs, plusieurs petits objectifs chaque jour qui vont mener jusqu'à un rendu final à la fin de la semaine. La première semaine des ateliers, c'est surtout designer plein de personnages différents. Et donc à la fin, on va avoir 2-3 personnages qui vont être un petit peu plus poussés que les autres, mais on va avoir surtout exploré plein de pistes, avec plusieurs âges, plusieurs carrures, des époques différentes, des types de persos différents, etc. Et dans le deuxième atelier, on va prendre un de ces personnages, ou un personnage fait précédemment, et on va le développer. Donc on va faire des expressions, des turnarounds, on va faire des gestuels, des variantes, etc. etc. Et moi en gros, je vais le faire avec vous, pour vous donner tout un tas de conseils, et vous donner aussi des bases de théorie de character design. Ça va être un peu sous la forme de discussion aussi avec ceux qui seront là au moment des ateliers. Mais globalement, voilà, ça va surtout être des cours et des exercices qui vont mener jusqu'à un rendu final. Ça va quand même faire une pièce de portfolio à la fin. Donc c'est pour ça aussi que je vous disais que peut-être qu'il faudra plus d'une semaine pour faire tout ce que je vous propose. Donc voilà, maintenant on va passer à toutes les questions qui concernent la dernière vidéo, donc sur la différence entre dessin académique et dessin d'imagination, et surtout les deux méthodes d'apprentissage qui sont un peu différentes. Donc ce qui est revenu le plus souvent, c'est que les deux se complètent en gros. Il y a quelqu'un qui disait qu'il fallait pas négliger l'un ou l'autre quand on débute. Le truc c'est que de toute façon, je pense que le côté académique, c'est difficile d'y échapper, puisque quand on veut apprendre le dessin dans un atelier de dessin quelque part, la plupart du temps on va apprendre le dessin académique. La plupart des méthodes de dessin, c'est du dessin académique. Et après, même quand on se prépare pour du dessin d'imagination, au début on va souvent faire de l'observation quand même. C'est juste que je pense que si on veut faire des métiers qui sont liés à du dessin narratif, pour tout un pan de ce dessin narratif, on n'a pas du tout besoin de faire des études poussées très longues, qui sont très académiques et très ressemblantes sur un sujet ou un autre. L'idée c'est de découvrir tous les blocs qui vont servir pour tout, et non faire un sujet et faire un rendu ultra poussé dessus. De toute façon là je parle que pour ceux qui vont étudier sérieusement le dessin pour en faire un métier après. Donc évidemment qu'on peut faire les deux en parallèle, les deux vont s'enrichir l'un l'autre, que je l'ai dit dans la vidéo en plus que c'était pas exclusif. C'est juste que je pense qu'il faut mettre l'emphase plus sur l'un que sur l'autre, suivant la direction dans laquelle on veut aller avec son art. Et une autre ambiguïté que je voudrais lever, c'est que le dessin d'imagination,
Et les techniques pour progresser en dessin d'imagination, ça veut pas dire ignorer la réalité. Ça veut pas dire ne pas faire d'observation. Vous regarderez dans ce que j'ai fait dans la vidéo, j'ai commencé par observer l'ananas. Sauf que je l'ai pas observé de manière académique. Je l'ai décomposé en forme simple, j'ai fait un volume, j'ai essayé de l'imaginer dans plusieurs sens, j'ai décomposé la texture, et tout ça c'est des petites études qui ne sont pas des études académiques, qui sont des études de compréhension. Et c'est vraiment là où la distinction se fait en fait. Pour moi, ce qu'on appelle une étude en académisme, qui est plus ou moins une copie de la réalité, c'est pas vraiment ça une étude. En tout cas, c'est pas une étude qui va nous permettre de vraiment comprendre les choses pour faire du dessin d'imagination. Certes, on va comprendre des choses, mais c'est plutôt un à côté. C'est plutôt un bénéfice collatéral. Mais l'objectif, c'est d'avoir une belle image à la fin. Je vois quand même énormément de gens qui font des portraits très réalistes au crayon à papier, par exemple, ou au fusain, ou peu importe quoi. Et l'idée à la fin, c'est de faire une belle image, et une image ressemblante. C'est pas du tout dit qu'on puisse inventer un visage à partir de ça. Et j'en vois énormément des gens qui ont appris avec les méthodes académiques, et qui sont capables de faire des trucs très beaux, très ressemblants, ou même d'apporter leur touche à une image, mais qui sont totalement incapables de partir de rien, et d'imaginer quelque chose. Donc pour moi, les deux méthodes sont vraiment très différentes à appréhender, et on n'a pas forcément besoin de l'un et de l'autre. Certes, si on peut faire les deux, eh ben, tant mieux, au final, on va jamais perdre à faire plus. Sauf que le temps qui est dépensé dans l'un n'est pas dépensé dans l'autre. Donc si on a un temps relativement limité, à mon avis, il faut se concentrer sur une des deux méthodes, suivant ce qu'on veut faire. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que j'ai dit dessin académique, j'ai pas dit dessin d'observation. L'observation, c'est primordial, quelle que soit la méthode. C'est juste qu'on ne tire pas la même chose de l'observation. D'un côté, on va chercher le rendu, la fidélité, et à faire une belle image, et de l'autre côté, on va essayer de comprendre, de décomposer, pour pouvoir recomposer après, d'une autre manière, de réarranger, soit avec une autre forme, soit avec une autre échelle, soit en utilisant juste un morceau pour utiliser quelque part, etc. Après, encore une fois, c'est vraiment dépendant de ce que vous voulez faire à la fin. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. Et si vous voulez faire quelque chose de très réaliste, de très poussé dans le rendu, évidemment qu'il faut faire des études académiques, c'est assez important. Mais oui, par exemple, sur Illustration Motivation, on a interviewé Géraud Soulier, aussi appelé Operion, et Johan Grenier, qui sont deux artistes qui semblent avoir des univers relativement proches. Ils sont tous les deux inspirés pas mal par Games Workshop et Blizzard, mais ils ont eu des façons d'étudier totalement différentes. On a Géraud Soulier qui n'a jamais fait d'études académiques, et qui a globalement fait assez peu d'études. Lui, il observe beaucoup, et après il décompose dans sa tête, et il va faire des images d'imagination comme ça. Johan Grenier, lui, par contre, il fait de la peinture, il a fait des études académiques, et pour lui, cette technique-là est importante. Après, pour le coup, ça se voit dans les résultats de ce qu'ils font. Géraud Soulier, il va plus partir du côté concept artiste, il a d'ailleurs pas mal fait ça dans le jeu vidéo, et il va avoir des illustrations qui sont très imaginatives, avec des personnages qui ont des designs très intéressants et tout. Et Johan Grenier, lui, va avoir un rendu de dingue, pour des personnages certes imaginaires, mais il va passer des heures et des heures et des heures sur des images, il travaille pour Games Workshop, et il fait des peintures au rendu de malade. Et je pense qu'au final, ils travaillent dans des domaines relativement proches, mais leur approche est tout à fait différente. Et du coup, le rendu de ce qu'ils vont faire à la fin va être très différent. Et le truc qu'il faut voir aussi, c'est que même si on apprend que d'une seule méthode, je pense que on touche un petit peu du doigt l'autre indirectement. C'est un peu pareil, cette histoire de bénéfice collatéral. En faisant de l'académisme de manière empirique, on va comprendre un petit peu la lumière, le volume, etc. et décomposer les choses en petits morceaux. Et vice versa, je pense qu'avec la méthode d'apprentissage par l'imagination, les méthodes plus techniques scientifiques, on va aussi apprendre à faire un peu de rendu, etc. C'est juste que l'emphase sera pas la même. Et je pense qu'après, c'est possible aussi que ça dépende du tempérament des gens. Je pense que les gens qui sont très méticuleux, qui veulent juste faire de la belle image, vont se retrouver plutôt dans la méthode académique. Les gens qui sont très créatifs, qui ont un esprit un peu scientifique, je pense qu'ils vont se retrouver plutôt dans l'autre méthode. Donc voilà, c'est des objectifs différents pour des types de personnes différents, et je ne pense pas que l'un ou l'autre soit indispensable. Et donc dernière question, quelqu'un qui me dit qu'il a de l'imagination mais qui n'arrive pas à retranscrire fidèlement et que c'est difficile du coup pour lui, ou elle, je ne sais plus, que ma vidéo l'a remotivé mais que ça dure rarement longtemps de la motivation. Est-ce que j'ai une idée de la marche à suivre pour débloquer ce problème? Alors il y a plusieurs questions là-dedans. Déjà il y a la question de avoir de l'imagination mais de ne pas savoir retranscrire.
Ça, je sais pas parce que moi, je fonctionne pas vraiment de la même manière en fait. Moi, j'ai des idées en tête, mais qui sont des idées relativement vagues. J'ai pas d'idée très précise de ce que je vais faire avant de le faire. Et c'est quelque chose qui se développe au moment où je le fais. Donc après, visiblement, il y a des gens qui fonctionnent autrement. Mais c'est vrai que je peux pas trop parler pour ces gens-là pour le coup. Il y a des gens qui ont une idée très très précise de ce qu'ils veulent faire et ils veulent le faire, paf, comme ça, directement sur le papier. Mais ça, je trouve que ça peut être un peu dangereux comme approche parce que ça nous empêche d'explorer. Par exemple, quelqu'un qui va faire du concept art, il faut pas qu'il ait une idée trop précise dès le début. Et surtout pas rester figé dessus. Il faut se donner la liberté d'explorer. Et dessiner, ça donne des idées aussi. Tout comme la technique va nous donner des nouvelles idées. J'en reparlerai dans une vidéo prochaine. Mais pour moi, la technique, c'est libérateur. Tout comme les études, en fait, justement. Plus on apprend de choses, plus on étudie de choses, plus on va avoir de l'imagination au final. Faut voir ça un petit peu comme des blocs de Lego. Si vous connaissez qu'une seule chose, bah vous avez un bloc de Lego. Et vous pouvez pas en faire grand chose, vous pouvez pas construire grand chose. Même si vous en avez que deux, bah au bout d'un moment, il y a quelques positions possibles et c'est pas forcément très fun. Par contre, si vous commencez à avoir 4, 5, 6, 7, 8, des milliers de blocs différents, bah vous allez pouvoir les combiner et faire des trucs extraordinaires avec. Et donc c'est important pour moi d'apprendre le plus de choses possible sur le plus de choses possible. C'est comme ça que vous allez avoir de l'imagination. Et donc après, il y a cette histoire de motivation. Certes, les vidéos, c'est bien pour se motiver, et en fait, il faut se mettre en action aussitôt que vous avez vu la vidéo. C'est important de conserver cette énergie. Si je réussis à vous donner de l'énergie avec une vidéo, bah mettez-vous à dessiner tout de suite. Repoussez ce que vous deviez faire. Donc à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de très pressant autour, évidemment, si vous avez des enfants qu'il faut les faire manger, bah allez les faire manger. Mais dans la plupart des cas, si vous êtes un peu plus libre de vos actions, aussitôt que vous avez vu la vidéo, plutôt que de vous dire que vous allez manger ou je sais pas quoi, bah dessinez tout de suite. Profitez de l'énergie que vous avez maintenant. La motivation, c'est quelque chose qui arrive pas souvent. Alors quand vous en avez, il faut en profiter, il faut faire maintenant. Et après, justement, ce principe de motivation, ça a vraiment une très grosse limite. C'est que la motivation, elle est jamais là quand on en a besoin. Et donc ce qu'il faut plutôt travailler, c'est l'autodiscipline et trouver des méthodes d'organisation personnelle qui vont vous permettre d'être toujours en train de faire quelque chose qui est lié au dessin et qui va vous faire progresser d'une façon ou d'une autre. La motivation, faut vraiment pas compter dessus. Faut pas se dire je dessinerai quand je serai motivé. Non, faut trouver un système qui fait qu'on va dessiner maintenant. Et qu'on va dessiner un petit peu tous les jours. Si vous attendez la motivation, vous êtes mort. Si vous attendez d'avoir la bonne idée, vous êtes mort. Il n'y a pas la bonne idée, il n'y a pas la motivation. Il y a le fait de créer des routines. Vous choisissez de vous réveiller une demi-heure plus tôt tous les matins pour dessiner. Vous choisissez de vous coucher une demi-heure plus tard tous les soirs pour dessiner. Vous choisissez de prendre votre carnet avec vous dans les transports pour dessiner à ce moment-là. Vous choisissez d'arrêter de regarder la télé pour pouvoir dessiner à la place. Vous choisissez d'enlever une heure de jeux vidéo quotidienne pour dessiner à la place. Tout ça, c'est des choix que vous faites. C'est à vous de contrôler ça. C'est une lutte permanente contre votre cerveau et il faut que chaque jour vous lui montriez que le dessin c'est important pour vous. Et au bout d'un moment, votre cerveau, il aura autant envie de dessin que de regarder la télé ou que de jouer aux jeux vidéo ou que de faire autre chose. C'est juste que pour l'instant, votre cerveau, si vous n'êtes pas habitué à dessiner tous les jours, pour lui c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qu'il va vouloir éviter. Et donc il va vous donner des excuses. Il va vous donner des excuses du genre je ferais bien de trouver plus de références, ou je ferais bien de regarder ce tuto, ou oh mais juste 15 petites minutes de jeux vidéo ça va pas me faire de mal, ou il faudrait bien que je me détende en regardant cette série, etc. etc. Il y a toujours plein d'excuses qu'on va pouvoir se trouver. Et c'est pour ça qu'il faut se donner un planning, identifier tous les moments de la journée que vous pouvez transformer en moments de dessin. Et vous verrez qu'au bout d'un ou deux mois à ce régime-là, ce sera beaucoup moins difficile pour vous. Au début, c'est toujours difficile. De toute façon, il faut toujours se passer par une phase où on se force un peu. Mais c'est à vous de voir de toute façon ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez travailler dans ce domaine? Est-ce que vous voulez progresser et devenir très bon en dessin? Ou est-ce que vous voulez l'utiliser comme un passe-temps au même titre que les jeux vidéo, les séries ou je sais pas quoi? Dans ce cas-là, vous êtes obligé de vous forcer à rien. Hein. Moi, ce que je donne comme conseil, c'est toujours pour ceux qui veulent devenir professionnels en fait. Ceux qui veulent vraiment que le dessin soit au centre de leur vie. Ou en tout cas une grosse part, parce que l'idée c'est pas non plus de devenir monomaniaque. Mais le truc c'est qu'il n'y a absolument aucun choix. Si vous voulez devenir très bon, si vous voulez devenir professionnel, il faut travailler le dessin beaucoup sur une bonne période de temps. J'évaluerais en gros qu'il faut travailler au moins 2 ans en étant concentré et en bossant 6 heures par jour. Donc évidemment c'est une fourchette un petit peu lancée comme ça, hein. Mais c'est plus ou moins ce que j'ai pu voir chez des étudiants que j'ai eus, pour mon expérience personnelle aussi. Et je sais que à ce rythme-là, on peut arriver à un excellent niveau en 1 ou 2 ans. Là, moi, je parle vraiment juste pour le dessin. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire, qui est concentré et qui a les bonnes méthodes. Je pense qu'en 1 ou 2 ans, c'est largement faisable de devenir professionnel.
Mais toute la difficulté, c'est dans l'autodiscipline. Le dessin en lui-même, au final, plus on progresse, plus on aime ça. Parce qu'on va pouvoir faire de plus en plus de choses avec. Parce que c'est de plus en plus agréable de dessiner. Et donc, c'est pas le dessin le plus dur. C'est pas la théorie le plus dur. C'est pas la perspective, ou dessiner les mains, ou dessiner les chevaux, ou quoi. Le plus dur, c'est de se mettre à sa table à dessin tous les jours pour dessiner. Ça, c'est dur. Et donc, si vous arrivez à faire ça, c'est-à-dire vous astreindre plusieurs heures de dessin par jour, eh bien, c'est évident que vous deviendrez bon. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, donc vous pouvez laisser les commentaires en bas de n'importe quelle vidéo YouTube. De toute façon, je regarde le fil des questions. Et n'oubliez pas, postez vos images avant vendredi 29 sur les réseaux sociaux avec le hashtag artiste autodidacte si vous voulez recevoir un paint-over dans la vidéo du mardi qui sera celle du 3 juillet. Donc merci à tous et on se retrouve mardi prochain pour la prochaine vidéo. D'ici là, dessinez bien et passez un bon week-end. Ciao!